Bonjour à tous, ce petit message s'adresse principalement aux étudiants et praticiens formés au CEDRE, mais peut-être que ces conseils peuvent servir à d'autres. Voilà, l'actualité ne manque pas de nous rappeler actuellement les diverses mesures de protection, d'hygiène, d'asepsie à respecter pour cette période d'épidémie et période de post-épidémie. Et certains d'entre vous se posent la question légitime de la meilleure façon de procéder pour la réouverture de leur cabinet. C'est d'autant plus légitime que nous sommes amenés à voir des personnes de près, à avoir un contact avec elles, et que parmi ces personnes, certaines peuvent venir pour ou avec des symptômes liés aux phases initiales du coronavirus, comme la toux, l'obstruction nasale, les frissons, la fièvre, la dyspnée, que sais-je. Mais rappelons-le, ces symptômes peuvent aussi n'avoir aucun rapport avec le Covid-19. Par exemple, un rhume des foins peut présenter une bonne partie de ces symptômes, et c'est la période. Tandis que d'autres patients peuvent venir consulter pour une toute autre raison, alors qu'ils sont porteurs du virus, mais n'ont pas de symptômes. Et ils vont pouvoir vous le transmettre, et vous risquez alors de le transmettre à votre tour, sans le savoir. Là est toute la malignité de cette étrange épidémie où le même micro-organisme peut vivre en bonne intelligence avec certains et provoquer des réactions de défense désespérées chez d'autres, conduisant même à la mort. D'où l'intérêt d'une ethnomédecine comme la nôtre, qui n'attache pas autant d'importance au virus qu'elle n'en attache au terrain, au support, à la résistance de la personne. Dans la mesure où nous pouvons tous être à un moment ou à un autre potentiellement porteurs de ce virus, avec ou sans symptômes, l'essentiel va donc être, avant toute chose, de ne pas nous comporter nous-mêmes en vecteurs de cette transmission. Deux règles de base pour cela. Premièrement, respecter une plus grande distance, une plus grande distanciation dans l'espace comme dans le temps, et respecter des règles d'hygiène, ce qui ne veut pas forcément dire des règles d'asepsie, j'y reviendrai. Donc, règles de distance et règles d'hygiène. Parlons déjà de la distance, de la distanciation. Il faut évidemment espacer les consultations de manière à recevoir les patients un à un, séparément et sans qu'ils se croisent. Donc, espacer les rendez-vous, c'est une mesure qui vous laisse plusieurs avantages. Le temps de faire un peu de ménage entre chaque consultation, entre chaque patient, et puis ça vous permet aussi de condamner l'usage de la salle d'attente. Donc ça va simplifier les choses. Dans ces conditions, bien sûr, il faudra demander à vos patients d'être ponctuels. S'ils sont en avance, ils devront attendre dans leur voiture ou à l'extérieur. Et les patients doivent venir, on l'a dit, un à un, séparément, non accompagnés, donc exception faite bien sûr de certains cas particuliers, comme avec des très jeunes enfants, des personnes très âgées ou handicapées, mais sinon les accompagnants éventuels devront rester à l'extérieur. Parlons à présent de l'hygiène. Demandez à vos patients de venir avec un masque chirurgical, un masque en tissu, enfin quelque chose qui protège. En général, l'important est, si on a un briquet, une bougie, quand on souffle avec le masque, de ne pas pouvoir l'éteindre, à moins de souffler vraiment très fort. S'ils n'en ont pas, faites en sorte de disposer vous-même d'une boîte de masques chirurgicaux, masques ordinaires, ainsi qu'un flacon de gel hydroalcoolique que vous pouvez laisser dans la salle d'attente, justement. L'une des règles d'hygiène étant d'éviter au maximum les contacts collectifs d'objets, c'est-à-dire une personne après l'autre qui passe, qui touche les mêmes choses. Il serait bon que les patients n'aient pas à pousser trop de boutons, trop de poignées de porte avant d'arriver jusqu'à vous. Sinon, vous aurez à désinfecter tout entre chaque. Donc, si possible, laissez ouvert au maximum d'abord les portes extérieures et même en intérieur, soyez les seuls, si possible, à ouvrir et fermer, en tout cas celle de votre cabinet. Une fois dans votre cabinet, faites en sorte que le patient n'ait pas besoin de bouger lui-même les chaises, de s'accouder sur votre bureau par exemple, etc. Donc limitez les contacts inutiles. Faites déshabiller vos patients au strict minimum requis pour le diagnostic comme pour le traitement.
Rappelez-vous cette époque de la Chine ancienne où, plutôt par pruderie, pas forcément dans les périodes d'épidémie, mais le praticien ne disposait vraiment que du visage et des mains pour pouvoir faire son diagnostic. Et puis, bon, il pouvait légèrement retrousser les manches ou les jambes pour piquer. Et nous-mêmes, je repense aux missions qu'on a fait auprès des moines tibétains, on peut relever quelques pans de tissu le temps de palper un abdomen, un dos et d'y mettre des aiguilles. Mais on n'est pas obligé de déshabiller la personne en entier. Pour le massage, un bon praticien de Tuina peut pratiquer à travers les vêtements, une mince couche de vêtements, on n'est pas obligé de déshabiller le patient non plus. Même si le patient se dénude peu et que vous utilisiez des draps d'examen, c'est un conseil, évitez bien sûr les serviettes, c'est plus simple avec des draps d'examen, mais il faudra passer un petit coup de désinfectant sur la table d'acupuncture entre chaque consultation. L'alcoolate de lavande qu'on utilise déjà classiquement, qu'on vous conseille déjà classiquement pour le matériel, enfin pour désinfecter la peau, ira très bien en spray et avec un peu de nettoyage derrière. Concernant votre hygiène personnelle, en tant que praticien, il faut bien sûr porter vous-même un masque, idéalement un type FFP2, vous savez, et pouvoir en changer chaque demi-journée de travail. Mais à défaut, un masque chirurgical ou un masque en tissu peuvent tout à fait convenir, sachant que lorsque le patient et le praticien portent tous les deux un masque, évidemment l'effet protecteur se démultiplie et on a un effet sensiblement protecteur équivalent à celui d'un FFP2 face à un patient qui lui n'aurait pas de masque. C'est-à-dire dans les deux cas, on est vers 90-95% de protection. Je conseille également le port de gants en nitrile, vous savez, c'est-à-dire un matériau qui est très mince, ça protège du contact cutané, mais ça préserve la sensibilité tactile, c'est-à-dire ça n'empêche pas de prendre le pouls, ça n'empêche pas de poser, de manipuler les aiguilles. Par contre, il faudra changer de gants entre chaque consultation, mais le port de ces gants évite d'avoir à se laver sans arrêt les mains, ou à les passer sans arrêt, encore pire, les désinfecter au gel hydroalcoolique sans arrêt. Bien évidemment, tous ces matériaux de protection, de désinfection utilisés dans la journée devront être mis dans des sacs à déchets fermés. Après, il y a la tenue du praticien. Quelle que soit la tenue dans laquelle vous travaillez, que ce soit la blouse blanche ou la chemise à fleurs, moi j'ai plutôt une préférence pour la seconde, pour ne pas jouer trop au docteur, mais ça serait bon d'en changer aussi chaque demi-journée et de faire une lessive chaque jour. Voilà pour l'essentiel des choses qui me viennent à l'esprit. Vous trouverez de toute façon ailleurs un certain nombre d'autres conseils auprès de différents praticiens, de fédérations, du monde médical, mais c'est à vous d'en évaluer la pertinence, à mon avis sans trop tomber dans l'excès non plus. Parce qu'en effet, il faudra bien un jour revenir sur les causes réelles de ces immunodéficiences qui font le nid des cancers, des affections nosocomiales et des maladies épidémiques. Donc, le moment approche, semble-t-il, où il va falloir reconsidérer le coût réel de la phobie des microbes, de l'obsession de la désinfection, ou des pratiques d'apprentis sorciers justement en blouse blanche par rapport à ces maladies. Vous aurez donc compris que je ne m'apprête pas personnellement à recevoir mes patients dans un cabinet transformé en bloc opératoire ou en laboratoire de haute sécurité, ni de me transformer moi-même en nettoyeur de cuves de centrales nucléaires. Mais je n'oublie pas non plus que même si l'ethnomédecine chinoise peut jouer un rôle majeur dans le renforcement des terrains, dans le traitement des phases initiales de cette maladie, et donc dans la prévention d'une aggravation ou d'une rechute de cette épidémie, notre pratique n'est que tolérée. Et que nos patients ne sont que de passage. Ils peuvent à nouveau attraper quelque chose au coin de la rue en sortant. Donc, on n'en sortira jamais. Moi, je vous propose simplement de poursuivre votre pratique, tenant compte des conseils que je viens de vous donner, mais avec prudence, avec bon sens, avec discernement, comme le font tant d'autres petits commerçants, artisans ou des soignants à domicile. Vous voyez ? Voilà, c'est pour ça que, aussi, à côté de la pratique en cabinet, pensez bien
pour ceux qui ne font pas que de l'acupuncture, que les téléconsultations restent, à mon avis, une solution très intéressante de pratique dans les temps qui viennent encore, pour les patients qui ne requièrent pas nécessairement une technique thérapeutique de contact, notamment avec la pharmacopée, les conseils de santé, la psychothérapie, il y a énormément de choses à faire. Donc s'il y a moyen d'utiliser ce genre d'outils en plus ou à la place, ben voilà, ça fait autant de travaux d'Hercule en moins dans vos cabinets par rapport à la reprise qui est prévue. En tout cas, bonne reprise à tous, et s'il y a des questions, vous pouvez les poser sur le site du CEDRE, on sera toujours heureux d'y répondre.